Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à la thématique du rock. Investir dans le rock, investir dans les instruments de musique en lien avec le rock ou investir avec un certain nombre d'objets en lien avec l'histoire du rock. C'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Arthur Perrault, le cofondateur d'Arpège sur le plateau de Smart Patrimoine. Arpège, une galerie spécialisée dans la vente de matériel musical d'exception et galerie qui organise la semaine prochaine, le 17 mai, à Drouot, une vente en lien avec un certain nombre d'objets de collection mémorabilia où vous pourrez notamment retrouver la guitare qui a provoqué la rupture d'Oasis, ou en tout cas la guitare en lien avec la rupture du groupe Oasis. Il nous en dira plus dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un sujet radicalement différent. Nous évoquerons le rôle des passeports financiers sur le sol européen. Ces outils qui permettent à des sociétés de gestion, des fonds, des assureurs ou des banques de proposer leurs services dans tous les pays de l'Union européenne de manière facilitée. Comment est-ce qu'ils fonctionnent et quelles questions posent-ils dans la stratégie de ces différents organismes financiers? Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Ronan Lebouc, administrateur de fonds d'investissement et auteur du guide pratique des passeports financiers européens, mais aussi Carlo Montagna, managing partner de The Director Office. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc par Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement ou placement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à tout ce qui peut avoir trait à l'investissement, au placement ou à la collection en lien avec l'histoire du rock, voire même peut-être du jazz, nous verrons. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arthur Perrault, le cofondateur d'Arpège. Bonjour Arthur Perrault. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Arpège, je le rappelle, c'est une galerie spécialisée dans la vente de matériel musical d'exception. Exactement. Et si vous êtes ici aujourd'hui, donc c'est pour nous parler de ces placements, ces achats de manière globale dans l'histoire musicale et plus précisément l'histoire musicale du rock, parce qu'il se tient le 17 mai prochain une vente à l'hôtel Drouot intitulée Musique, instruments et objets de collection mémorabilia. Alors vous nous définirez peut-être ce que veut dire mémorabilia. Et j'ai envie de dire la tête d'affiche de cette vente, c'est une guitare rouge qui est associée à la rupture du groupe Oasis, la fameuse Gibson ES 355. Alors vous allez nous raconter l'histoire, mais c'est une guitare qui a été cassée, détruite au moment de la rupture. C'était à Rock en Seine, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui. Et cette guitare a été restaurée et c'est l'objet phare un petit peu de cette vente. Oui, tout à fait. Alors, le 17 mai prochain, donc notre galerie, la galerie Arpège, donc nous sommes un cabinet d'expertise. Effectivement, nous sommes spécialisés dans les objets d'exception liés au monde de la musique. D'accord. L'objet mémorabilia, c'est finalement ça, un objet de collection, un objet souvenir, un objet que l'on peut rattacher à une histoire. D'accord. Notre travail, c'est de valoriser l'histoire autour de l'objet. Et donc, la star de cette vente, effectivement, c'est le S355 de Noel Gallagher, qui a été brisé à Rock en Seine et qui, effectivement, représente la rupture d'Oasis. En tout cas, c'est le symbole de cette rupture. Parce que c'est le dernier concert qu'ils auraient pu faire ensemble, qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait. Et du coup, c'est finalement le schéma, ou en tout cas la symbolique, c'est que cette guitare a été cassée et le groupe ne s'est jamais reformé depuis. Voilà. Et du coup, on la retrouve dans une vente aux enchères. Alors, il y a pas mal d'autres objets également dans cette vente aux enchères. Il y a également un haut assez réputé du chanteur de Dépêche Mode. Martin Gore, oui. Alors, est-ce que ça, vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot également puis toujours dans ce sujet d'objets de collection mémorabilia, c'est un haut bondage, c'est d'ailleurs comme ça que vous le présentez. Oui, le bondage suit, même on l'appelle. Le bondage suit. Et là, pareil, c'est un haut qui n'aurait eu aucune valeur s'il n'avait pas été porté sur scène par le chanteur de Dépêche Mode. Alors, c'est un haut, si on replace un peu dans son contexte, qui est finalement le haut le plus important de Dépêche Mode. D'accord. C'est quasiment l'ADN du groupe. On va dire que ce haut a été rendu célèbre par une photo de Paul Natkin en 86-87. D'accord. Et qui a fait vraiment le tour du monde et qui est même encore aujourd'hui
un petit peu représenté sur les réseaux sociaux et même sur les plateformes de streaming. Donc c'est un haut qui est très très iconique pour les fans de Depeche Mode. Donc c'est un petit peu la pièce emblématique du groupe et c'est pour ça finalement qu'elle a une valeur par rapport aux fans et par rapport à Depeche Mode. Aussi, ce qui est important, c'est qu'on a récupéré un ensemble de costumes portés par Martin Gore pendant 10 à 20 ans de tournée. Et en fait, la designer de Martin Gore nous a expliqué que ce haut, elle s'était servie de ce haut pour finalement créer d'autres costumes. D'accord. Donc on est toujours en lien avec l'histoire qu'il y a autour de cette pièce et qui en fait quelque chose d'unique, un moment d'histoire particulier du groupe de musique. Et ce qui est intéressant en plus avec ce haut Bondage, c'est le Serpcos, donc qui est un collectif de costumes qui nous a aidé à analyser ça. Ce qui est assez intéressant avec ce haut, c'est que finalement on s'est rendu compte qu'il a aussi participé à la couleur musicale de Depeche Mode. Le dark sexy punk, comme ils appelleraient chez les fans, le haut y a contribué. Donc finalement, le vêtement aussi apporte le style musical indirectement. Alors, je prends l'exemple de ces deux pièces phares finalement de la vente. On pourrait se dire une guitare cassée puis restaurée et un haut, alors certes bondage, mais un haut comme on peut en trouver partout. Ça n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a pas de valeur en soi. Même une guitare cassée, ça pourrait perdre de sa valeur. Et là, en l'occurrence, on voit que parce que ça participe de l'histoire en fait de groupes de musique, ça prend de la valeur. Mais est-ce que c'est pour autant un investissement ou c'est un objet de collection de passionnés d'Oasis ou de Depeche Mode? Alors c'est un petit peu les deux, vu que c'est un marché de niche, le mémorabilia musical, surtout en Europe. C'est complètement un investissement. Il y a aussi des investissements passion. Sur cette vente, on a un peu mis toutes les gammes de prix. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, même un petit portefeuille peut acheter un coffret collector de Pink Floyd qui est estimé 250 €, qui est signé par Storm. Je parle des deux objets phares, mais on y retrouve également des vinyles, des photos et un certain nombre d'autres guitaires aussi. Exactement. Qui sont moins emblématiques, mais qui participent de l'histoire du rock. Exactement. Il y a aussi dans les photos, par exemple, la photo qui a été faite par Roberta Bailey à New York, de la pochette du premier album des Ramones. Donc c'est un investissement. D'accord. Il y a aussi une histoire derrière ça. Donc un investissement coup de cœur. Mais aussi ça peut prendre de la valeur. Exactement. D'accord. Exactement. Sur les costumes de Depeche Mode, il y a des paris, mais qui peuvent être payants sur le long terme. Je pense notamment au Bondage, qui est un très bel investissement par rapport à l'estimation qu'on a annoncée. Et puis après, vu que c'est un marché de niche, il y a aussi ce pari un petit peu sur Oasis, sachant qu'il y a le certificat qui en fait apporte une énorme valeur sur cette guitare, parce qu'elle représente aussi, l'instrument représente quelque chose de très important pour Noel Gallagher. Il a composé beaucoup de chansons avec. Il a composé aussi en studio des albums avec cette guitare. Donc, en plus d'acheter un symbole, on achète aussi finalement un petit peu la carrière d'Oasis. Donc, c'est ça qui est assez intéressant avec cette guitare. Donc, on a vraiment différents types d'investissements sur cette vente. Il y a un risque toujours, j'imagine. C'est-à-dire que là, on anticipe que l'histoire peut faire prendre de la valeur et donc on peut aborder ça comme un investissement. C'est pas garanti non plus. C'est pas garanti, mais en même temps, le marché nous donne raison. On le voit notamment dans les pays anglo-saxons, avec, par exemple, je donne un exemple, Nirvana. Bien sûr. Nirvana, la cote a explosé. On a aussi eu l'exemple avec Jimi Hendrix sur les 20 dernières années, où ses guitares se sont multipliées par 10. Et c'est un petit peu, en fait, le cas de tous les marchés des instruments de musique vintage, où finalement, leurs cotes ont explosé. Donc, ça reste un investissement. C'est un marché de niche, mais en même temps, c'est un marché qui est réfléchi avec une clientèle qui est là, qui est présente. Et pour Oasis, nous, on a eu l'exemple avec beaucoup de vendeurs qui ont accumulé beaucoup d'objets sur de nombreuses années, parce que Oasis aussi, indirectement, c'est plus de 40 millions d'albums. C'est un groupe qui traverse les frontières et suscite encore déchaîne beaucoup les passions. C'était une de mes questions. Je voyais aussi qu'il y a pas mal, alors dans cette vente, mais de manière plus générale, d'objets en lien avec Johnny Hallyday, par exemple, qui sont mis à la vente. Quand on parle d'Oasis, quand on parle de Nirvana, quand on parle de Depeche Mode, on parle de groupes internationaux connus dans le monde entier. Est-ce que du coup, quand on veut regarder ça d'un point de vue placement ou juste éviter de perdre de l'argent sur des achats collections, il faut regarder des groupes internationaux ou une star au niveau français ou européen comme Johnny Hallyday, donc qui est très connue, mais géographiquement beaucoup plus restreinte. Est-ce que là aussi, il y a quand même un marché derrière à la revente ou c'est plus complexe ?
Moi, je trouve que le marché de Johnny Hallyday, il est plus complexe, il est plus nuancé. Il y a des objets qui ont évidemment un intérêt, des objets comme sa moto, sa Harley Davidson, etc. Là, sur l'objet qu'on propose, c'est encore un petit peu différent. C'est pas que Johnny Hallyday, c'est Jimi Hendrix surtout. D'accord. C'est le premier ensemble d'autographes du Jimi Hendrix Experience. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec cette vente, c'est de montrer que la France Alors, a on voit lien... effectivement, c'est un autographe sur un vinyle de Johnny. C'est un vinyle de Johnny Hallyday, c'est ça? Tout à fait. D'accord. En fait, c'était le deuxième concert dans l'histoire du Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix est arrivé en septembre 66. Il est en octobre 66. Il a été repéré par Johnny Hallyday. Il vient de monter le Jimi Hendrix Experience. Il n'a pas encore signé de label. Il n'a pas encore fait son premier album. D'accord. Il n'est pas encore connu pour Hey Joe. Et cet ensemble d'autographes a été fait un peu par hasard par l'ancienne propriétaire, la propriétaire actuelle qui s'appelle Jocelyn. Et Jocelyn, en fait, voulait avoir une signature de Johnny Hallyday et en rencontrer, en fait, à la place tout le groupe de Jimi Hendrix Experience et le manager de Jimi Hendrix, qui est Chad Chandler, des Animals. Et en fait, c'est très rare, c'est très rare d'avoir cet ensemble d'autographes sur la même page. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, si je comprends bien, c'est l'ensemble d'autographes. Voilà. Moins que le support, en l'occurrence. Ah, tout à fait. D'accord. Là, on n'est pas du tout sur le support vinyle, on est encore sur plutôt les autographes, ce que représente l'histoire de cet objet. C'est finalement un morceau d'histoire de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que la France a participé à l'histoire de Jimi Hendrix et du Jimi Hendrix Experience. Je reviens un petit peu sur ce que vous nous disiez sur l'origine de la guitare d'Oasis, pour revenir sur cet objet-là, et sur la traçabilité qu'on peut avoir pour garantir que c'est bien celle-là. Effectivement, elle a appartenu à Noel Gallagher. Elle est aujourd'hui présentée par Arpège dans une vente aux enchères. Avec Lemon Auction. Comment ? Lemon Auction. Avec Lemon Auction. Vous nous disiez qu'il y avait un certificat. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'elle vient bien que c'est bien celle-là qui a été cassée ce jour à Rock en Seine par Noel Gallagher? Alors, le travail d'un expert, ça va être de vérifier la provenance. Si on a un doute sur la provenance, on a forcément un doute sur l'objet. D'accord. Là, dans le cas de la guitare, la provenance était certaine parce qu'on a déjà le certificat écrit et signé de Noel Gallagher. Et en fait, cette histoire, c'était un petit peu un secret de polichinelle. Tout le monde en parlait et en même temps, ça restait dans les légendes urbaines. Et il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé sur Internet de la guitare brisée. D'accord. Les Anglais ont même fait un mini-objet qui se revend sur des sites de vente où ils comparent la guitare à une hache. Nous, ça nous a beaucoup fait rire, mais c'est pour dire à quel point chez les Anglais, c'est rentré un petit peu dans les légendes urbaines. D'accord. Et nous, on a réussi à tout recoller, sachant qu'aussi, nous, on a le lien avec le luthier qui a réparé la guitare. D'accord. Et puis, tout simplement... lui, il a récupéré directement de Noel Gallagher. Alors, Noel Gallagher, en fait, a fait confier sa guitare pour une réparation. La réparation a été faite, il l'a récupérée et des années plus tard, en mai 2017, il a revendu la guitare avec un certificat à un collectionneur. Et le collectionneur, aujourd'hui, met la guitare aux enchères. Donc, il y a d'un côté le certificat qui nous permet de vérifier l'authenticité de cet instrument. Et surtout, il y a les blessures de la guitare. Elles sont toujours visibles aujourd'hui ? Elles sont toujours visibles. Même si elle a été réparée, si on s'approche de la guitare, on voit qu'elle a subi des dommages sur le corps, sur le manche. Voilà. Et alors, on finira là-dessus. On peut peut-être juste citer le luthier qui a effectué la réparation. Philippe Dubreuil. Philippe Dubreuil, il y a pas mal d'autres guitares qui sont, sur lesquelles il a travaillé, qui sont présentées aussi, alors qui sont moins des objets de collection mémorabilia, comme on les appelle, donc on en a moins parlé aujourd'hui, mais ce sera peut-être l'occasion une prochaine fois d'essayer de comprendre un petit peu comment on investit dans les instruments de manière plus générale et pas seulement les instruments ou les vêtements emblématiques de grands groupes du rock. Merci beaucoup Arthur Perron en tout cas d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous présenter tout cela. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Arpège et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre à quoi servent les passeports financiers européens, ces outils qui permettent à des fonds d'investissement, des sociétés de gestion, des banques ou même des compagnies d'assurance de pratiquer leur activité où ils le veulent au sein de l'Union
européenne. Alors le terme passeport laisse entendre qu'un simple document suffit pour effectuer ces démarches dans d'autres pays de l'Union européenne. La réalité est un petit peu plus complexe que ça et c'est pour cela que nous avons décidé de nous y intéresser. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Ronan Lebouc, administrateur de fonds d'investissement et auteur du livre Guide pratique des passeports financiers européens, guide que j'ai juste ici. On a d'ailleurs la couverture qui va apparaître dans un instant. Nous avons, voilà, que l'on voit également. Donc le livre est assez conséquent. Vous allez pouvoir nous résumer cela en quelques minutes. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Carlo Montagna, Managing Partner au sein de The Directors Office. Bonjour Carlo Montagna. Bonjour. Et bonjour Ronan Lebouc. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Ronan Lebouc, donc je commence avec vous. Vous avez écrit un guide pratique sur le sujet. Nous avons donc un certain nombre de passeports financiers européens qui existent sur le territoire de l'Union européenne pour permettre finalement des mouvements plus simples de capitaux et surtout d'entités financières pour pouvoir proposer leurs produits, distribuer leurs produits ou même administrer des fonds dans un pays ou l'autre de l'Union européenne. C'est pour cela qu'on parle de passeports financiers européens qui sont l'outil dont on parle. Première question toute simple, la notion de passeport financier, c'est une notion qui existait avant et qui a été adaptée sur le sol européen ou c'est une innovation européenne ? Alors c'est réellement une innovation européenne. Le premier passeport pour les fonds d'investissement a été créé en 1985. D'accord. Donc l'Union européenne sur le sol européen, dans les États membres. Donc l'Union européenne travaille depuis à peu près 35 ans sur quelque chose qui est absolument nouveau. D'accord. Et dont le monde financier s'est inspiré. Tellement ça a bien marché. Oui. Et alors, quelle est la promesse d'un passeport financier européen ? Parce qu'un passeport, tout le monde connaît, on en a tous un. On a un passeport qui est dédié à notre identité. Et ensuite, quand on veut aller dans un autre pays, on fait une demande de visa, par exemple. On imagine, du coup, quand on utilise le terme passeport, qu'il y a un mécanisme similaire. C'est pas forcément aussi simple. Mais alors, comment ça fonctionne si je suis une entité financière française et que je veux aller proposer des produits en Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple ? Alors, l'idée de passeport repose sur une reconnaissance mutuelle. D'accord. Donc, au départ, quand on crée un fonds d'investissement, il y a des documents obligatoires, notamment un prospectus de vente. Et ce document doit être approuvé par le régulateur où le fonds est domicilié. D'accord. Donc en France, l'AMF pour le coup. Absolument. Et dès lors que le fonds possède cette autorisation, il peut être proposé à la vente dans tous les États membres. D'accord. À partir du moment où il a l'autorisation d'un régulateur sur un territoire de l'Union européenne, il peut être proposé dans l'intégralité des pays de l'Union européenne. Absolument. Mais ça requiert une procédure spécifique. Une fois que vous avez été agréé dans votre État membre, vous vous adressez après, par le biais de votre régulateur, vous vous adressez à tous les régulateurs où vous voulez sur les marchés dans lesquels vous voulez que le fonds soit proposé à la vente. D'accord, donc ça veut dire qu'on a la possibilité d'y aller. Et ça veut dire que si jamais demain une société, un fonds d'investissement français veut aller en Allemagne, le régulateur allemand ne peut pas dire « vous ne pouvez pas venir sur mon territoire ». Il est obligé, du fait de ces accords, d'accepter que l'activité économique du fonds français vienne sur le sol allemand. Alors absolument. Alors il y a une grande variété de passeports financiers. D'accord. Puisque le droit européen maintenant existe. Il y a de nombreuses directives et de nombreux règlements. Alors, effectivement, l'État membre d'accueil doit vraiment justifier pourquoi il ne souhaite pas voir un produit ou un service financier proposé sur son territoire. Et ça arrive souvent, ça, ou c'est vraiment pour des sujets très controversés ? C'est assez rare, étant donné que la procédure, par exemple, la plus connue, celle qui concerne les fonds OPCVM, donc les fonds grand public, l'État membre n'a quasiment pas de possibilité de refuser l'accès à un fonds étranger. Maintenant, pendant la période de maintenance, une fois que le fonds est autorisé à être commercialisé dans l'État membre, là, effectivement, l'autorité de l'État membre d'accueil a même une obligation de surveillance. Et là, à ce moment-là, si elle note des problèmes, des reportings qui sont mal faits ou des fautes, là, elle peut effectivement tout de suite rapporter
à l'État membre du domicile du fonds. D'accord. Et là, on entre dans un processus d'échange d'informations, de demande de justification, éventuellement d'une plainte. Alors, le sujet réglementaire au sein des différents pays, alors là même que la possibilité d'accéder à tous les pays de l'Union européenne est simplifiée, est un vrai sujet. Juste avant, vous avez mentionné le passeport financier OPCVM. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un passeport financier unique à partir du moment où il y a une institution financière. Il y en a une multitude. Une multitude. Alors, j'ai parlé pour vraiment résumer, parce qu'on est Sur un format assez court, effectivement. Absolument. Donc, on a des produits et des services financiers. Alors, des produits, vous en avez, pour simplifier, comme les OPCVM qui s'adressent à un grand public, D'accord. nous tous. Et vous avez les FIA, les fonds alternatifs, qui, eux, sont des investissements plus risqués et qui s'adressent à une clientèle, on va dire, qui connaît déjà qui sait de quoi elle parle, qui sait ce que c'est qu'un produit, sûr, un public produit averti, financier, un complètement. public averti. Et du coup, déjà, vous avez déjà deux procédures très différentes. Donc, 2 types Et- de passeports financiers. Absolument. Alors, pour les services, vous avez notamment la directive MIF ou MIFID qui organise la proposition de services, par exemple la vente de fonds, par exemple dans l'Union européenne, qui requiert elle-même une autorisation D'accord, via un donc passeport même par financier. activité au sein d'une activité financière globale, on est sur différents passeports financiers. Donc en fait, on est quoi sur des accords mutuels? On appelle passeport un certain nombre d'accords d'activité qu'on peut étendre à toute l'Union européenne. Ah, complètement. Alors c'est le Parlement européen et le Conseil qui D'accord. s'accordent sur des textes législatifs. Donc d'abord des directives, ensuite des règlements, et tout ça après est transposé en droit national. Et les États membres peuvent naturellement imposer aussi certaines obligations aux D'accord. fonds étrangers. Tout ça, c'est très très bien réglementé. En plus du ah oui, c'est ça. En fait, le passeport financier permet d'accéder plus facilement à l'intégralité du marché européen, Carlo Montagna, mais ensuite il y a un certain nombre de sujets à prendre en compte au niveau local, Ouais. et ça se prend en compte au niveau de la gouvernance du fonds en question. Est-ce que c'est toujours bien anticipé? C'est-à-dire que par exemple, on est régulé par l'AMF en France, on va, je ne sais pas, en Italie, et là, en fait, notre interlocuteur sur le sol italien, c'est le régulateur italien, ça n'est plus l'AMF. C'est comme ça, mais comme Ronan a expliqué, ce qui a beaucoup amélioré ce passeport européen en général, c'est la coopération entre les autorités de contrôle. D'accord, autorités entre les financières. régulateurs. Et entre les régulateurs. Parce que dans le passé, chacun contrôlait son marché. Et voilà, justement, contrôler son marché. Aujourd'hui, je contrôle toujours mon marché, mais je suis très bien connecté aussi donc, avec les autres autorités. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en France, je fais un produit, je pense que c'est intéressant pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas et comme ça. J'y vais, alors je profite de mon passeport européen. Bien sûr, donc j'ai un contact avec l'autorité locale, disons de pays cibles. Oui, bien sûr. Je paye aussi. il y a des coûts, Il y a des effectivement. coûts, effectivement. D'accord, ouais. Attention, on parlera de ça. Je paye pour être présent. Mais donc, l'avantage, je répète, c'est que je peux communiquer aussi à travers l'autorité, donc AMF. À travers l'AMF, je communique avec les autres autorités. Donc, c'est un système qui, dans le passé, n'existait pas. On devait vraiment communiquer en local, là où je faisais la distribution. Et alors, justement, vous parlez des coûts. Moi, j'ai envie de vous poser la question de manière un peu plus générale. Comment est-ce que... Quelle stratégie? On a cet outil que Ronan nous a expliqué, alors succinctement, effectivement, en lien avec le temps que nous avons. Comment est-ce qu'on utilise cet outil quand on veut avoir une stratégie européenne, quand on est un fonds d'investissement, par exemple? Voilà, donc d'abord, comme on le disait, ça a permis de réduire les coûts. Donc, c'était plus cher à l'époque, donc avant d'avoir ce passeport. Aujourd'hui, c'est moins cher. Et donc, il facilite, si vous voulez, la distribution de plusieurs produits dans plusieurs marchés. C'est un avantage pour l'investisseur. J'ai un meilleur choix. Ça a toujours été un peu l'idée de l'Union européenne, donner un choix meilleur. On l'a vu aussi dans des autres types de produits. Bien sûr. OK. Néanmoins, au niveau nôtre de la gouvernance,
Quand, voilà, typiquement, le gestionnaire, il arrive avec une idée brillante, ce produit... Demain, on va en Allemagne. Voilà, en Allemagne, on doit quand même se dire, attends un moment, est-ce que tu es sûr que vraiment ça va marcher? Donc, que tu vends une quantité suffisante nécessaire pour bien couvrir les coûts, faire un peu de profit. Et voilà, surtout le profit pour l'investisseur. Parce que ça coûte cher, du coup, de s'internationaliser, même si c'est dans le pays d'à côté, et au sein de l'Union européenne, ça coûte cher pour le fonds? Ça coûte... comme je disais, beaucoup moins cher qu'avant, mais ça coûte quand même de l'argent. Il y a des coûts administratifs. D'accord. Voilà. Des coûts administratifs et des coûts, appelons de taxes, ce n'est pas vraiment une taxe, ce qu'on paye à l'autorité pour le contrôle. Donc, l'autorité du pays cible, il fait cette activité de contrôle, je la paye pour ça. Il doit vivre de quelque chose. Donc, voilà. Quand j'arrive dans un pays, je vais voir l'autorité, le régulateur, et je paye pour être contrôlé. D'accord. Ouais, exactement. Une deuxième fois. Alors là même que j'ai eu mon passeport financier. D'accord. Oui, on paye c'est important de le préciser. Oui, c'est important de le préciser. Oui, il faut vraiment savoir que c'est pas gratuit. Donc, il y a toujours quelque chose. Donc, nous, au niveau de la gouvernance, on a les yeux grands ouverts parce que surtout les indépendants sont bien élus par les investisseurs. Et donc, on est là pour protéger l'investisseur. D'accord. Alors, je disais, yeux grands ouverts pour contrôler que le coût est raisonnable, c'est-à-dire, je peux prendre ce petit risque que je sais qu'après, il y aura un volume suffisant et nécessaire pour couvrir ces coûts. Donc, on n'y va pas, en fait, en testant, en se disant, comme j'ai la possibilité d'y aller facilement, je teste ce marché, puis si ça ne marche pas, finalement, je n'y vais pas. Non, c'est une décision mûrement réfléchie. Absolument. Une analyse, une étude de marché fondamentale. D'accord. Il y a eu ces cas, comme vous le mentionnez, quand le passeport est devenu disponible. Tout le monde a voulu tester. Voilà, tout le monde a voulu tester. Allez, c'est parti. Et après, on s'est retrouvé, attendre un moment, là, les coûts commencent à augmenter. Surtout quand vous rentrez dans, il y a combien? 27 pays, voilà. Donc, je rentre dans tous les pays. Bien sûr. Et alors, c'est 27 fois. Donc, il y a eu malheureusement des cas pareils au début et ils ont dépensé un peu de temps. Voilà. Oui, c'est ça, parce que si je comprends bien, ça veut dire qu'un passeport financier, donc après, me donne accès aux 27 pays, mais après, c'est 27 régulateurs qui doivent vous recontrôler et c'est un coût supplémentaire, effectivement, pour le fonds en question. Une précision concernant l'autorisation, pardon, je précise parce que c'est important. Lorsqu'on autorise, lorsqu'on veut utiliser le passeport financier, c'est un dossier par pays, par État membre. D'accord. On n'est pas autorisé dans les 27. Ce que pensent beaucoup les promoteurs américains quand ils viennent en Europe et ils créent un fonds de droit européen. Eux pensent aussi qu'on est autorisé tout de suite dans les 27, ce qui n'est absolument pas le cas, comme Carlo l'a mentionné. Pardon. Et alors, justement, oui, ça m'amène... vous vouliez réagir peut-être? Non, vous voulez penser au coût de présenter 27 dossiers. 27 dossiers, bien sûr, c'est très important. Très important, oui. Et alors, justement, je réagis. Il nous reste une minute pour essayer de comprendre. Vous parlez des investisseurs étrangers, Ronan Lebouc. Carlo Montagna, si jamais on a vu un certain nombre d'organismes financiers qui étaient présents à Londres, il y a eu un Brexit, ils sont du coup revenus, mettons, à Paris ou à Francfort ou sur d'autres pays. Ça veut dire qu'ils ont dû refaire la demande parce qu'ils étaient domiciliés en France pour les 27 pays de l'Union européenne, si jamais ils voulaient continuer à travailler avec tous ces pays-là? Disons que dans la plupart des cas, ils avaient déjà un établissement en Europe. Voilà. D'accord. Certaines, vous avez raison, ils ont effectivement dû refaire cette demande. Ils ont dû s'établir en Europe. D'accord. Le Brexit a provoqué ça. Ouais. Donc on voit effectivement que ça simplifie énormément les démarches, mais pour autant, ça ne les annule pas complètement non plus. Il reste un certain nombre de démarches et d'encadrement pour ensuite aller adresser les différents marchés. Exactement, c'est comme ça. Et alors, un conseil qu'on pourrait donner aux gens qui vis-à-vis de ces investissements étrangers, l'utilisation des passeports européens, c'est faites-le avec parcimonie et analysez bien les coûts, c'est ça? Oui, disons que si on peut dire l'investisseur, disons les investisseurs qui sont aussi nos téléspectateurs. Bien sûr. On veut bien les assurer qu'on est là pour faire ça, pour contrôler les coûts. D'accord, pour contrôler, bien sûr. Pour éviter l'excès. Voilà. Éviter de trop. Exactement. Juste, en fait, c'est l'importance d'avoir au conseil d'administration d'un fonds un administrateur indépendant qui peut justement s'adresser aux CEO, aux managers et les sensibiliser à la création d'un budget dédié au passeport financier, ce qui est souvent oublié dans la construction d'une stratégie de distribution de fonds à l'étranger. Merci beaucoup Ronan Lebouc, administrateur de fonds d'investissement et auteur du guide pratique des passeports financiers européens. Merci Carlo Montagna, associé gérant chez The Director Office. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h sur Bismart.